j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la Corée et ses paradoxes. Et je vous jure que cette vidéo, elle est depuis longtemps écrite avec plusieurs points que j'ai ajoutés au fur et à mesure, à force d'avoir évolué dans la Corée et vu les gens et pu un peu voir comment la société fonctionnait durant un peu moins de 3 mois, et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire cette vidéo sur un petit peu le côté paradoxal. Alors ça se rapproche un peu de ma vidéo de la Corée entre réalité et cliché que je vous laisse juste ici, mais ce sont des points différents et c'est surtout des choses qui choquent parce qu'il y a... Enfin bref, vous allez le voir, on commence tout de suite. Alors le premier point, à chaque fois on dit la Corée c'est à pali donc rapide, tout va vite, la société va très vite, les gens vont vite. Alors la société va vite, oui, parce qu'effectivement la Corée a évolué très vite. Il faut savoir que avec l'après-guerre contre la Corée du Nord, en 60 ans à peine, la Corée s'est hissée à être une des plus grandes puissances au niveau drama, au niveau électronique et tout ça, et pèse de ouf quoi. Actuellement il y a énormément de touristes qui s'y intéressent et ils ont réussi à se hisser à un niveau assez haut et ça ne ressemble plus du tout à la Corée d'il y a 60 ans quoi. Au niveau paysage, Séoul c'est une ville ultra moderne qui a à peine 60 ans quoi, c'est vraiment un truc de fou. Mais effectivement la société va très vite. Encore une fois, je ne suis pas coréenne, je ne travaille pas dans une entreprise coréenne, donc d'un point de vue occidental, pour moi il y a un paradoxe avec les gens. Parce que certains sont lents, voilà, vous allez voir, il y a pas mal de fois des gens dans la rue. Alors souvent ils ont les yeux rivés sur leur téléphone, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et du coup ce qui fait qu'ils sont vachement lents. Et même les gens qui sont en groupe, forcément on discute et tout, ils sont lents sans que ce soit des personnes de plus de 70 ans quoi. Je les trouve relativement lents dans la rue, voilà. Donc je trouve quand même que c'est un paradoxe. Parce que si vous allez en pleine journée à Gangnam, enfin plutôt avant l'ouverture des bureaux, et quand les employés sortent, c'est assez le rush quoi, enfin ils vont vite au métro et tout ça. Mais dans la rue et dans les magasins, je trouve que ça traîne. Ça m'a assez surprise parce que à chaque fois on nous vend du rapide et en fait il n'y a pas tant que ça je trouve. Donc voilà. Le second point c'est la clope. Alors fumer en Corée est autorisé à certains endroits. Il y a des endroits où c'est interdit et ça le sera écrit avec un panneau. Mais en fait c'est pas forcé. Comment dire, théoriquement vous n'avez pas trop le droit à marcher en fumant. Mais vous pouvez vous mettre dans un coin, c'est à tolérer. Et en fait, quand il y en a un qui fume, les autres les rejoignent. Donc en fait, c'est interdit mais à tolérer. Enfin, c'est très bizarre. Il n'y a pas de loi, il y a tacite, j'ai l'impression, de loi. Tout comme j'avais vu sur plusieurs chaînes, mais ça je ne l'ai jamais vu, donc je vous le dis, mais sans l'avoir vu, c'est que la prostitution est interdite mais à tolérer. Donc bon, c'est vraiment les paradoxes de l'Asie, ce qui fait que des fois on est face à des situations assez bizarres. Et du coup oui, pour la clope, il y en a plein qui fument alors que à certains moments c'est pas autorisé. Genre une fois j'étais à Hondé, dans un coin où il y avait un panneau réellement écrit que c'était interdit, donc avec le signe de la cigarette. Et il y avait plein de mégots à cet endroit. Et là on se dit mais un peu du foutage de gueule, non? Ensuite, troisième point, j'ai trouvé que la Corée, le jour et la nuit étaient très différentes. Alors encore une fois, je ne suis... Il n'y a pas la party girl à faire la fête dans les bars et dans les boîtes. C'est pas du tout... Enfin, je suis pas à l'aise quoi. De temps en temps ça va et encore.
Mais j'ai remarqué que genre en plein Hondé, à la nuit tombée et même vers 19 à 20h en plein hiver quand il y avait le Covid, vu que tout fermait à 21h, et ben les gens étaient hyper, je sais pas moi, je sais pas comment dire, hyper relax et tout ça, prêt à rencontrer des gens, hyper friendly. Bon après c'est le quartier aussi qui s'y prête forcément, mais vous allez dans Hondé en plein jour, même le matin à 9h, ce qui n'est pas très tôt non plus, il n'y a personne, vous êtes seul, les boutiques et les cafés sont fermés, il n'y a pas un clampin et ça fait vide de ouf. Et bah franchement Hondé le jour, bah moi j'aime bien parce que on est tranquille, et la nuit ça fait ambiance un peu ouais ultra différente. C'est sympa aussi hein, si vous voulez sortir rencontrer des gens, c'est clair. Mais des fois ça fait une ambiance un peu malsaine avec des gens. Moi j'ai le souvenir de gars qui nous regardaient ultra fixement comme si on était de la chair fraîche. D'une on était étrangères et de deux on est des filles. Super. Donc voilà, après si vous aimez ou pas l'ambiance, mais c'est juste pour vous dire que il y a paradoxe avec ça. Et j'ai cité Hondé parce que pour moi c'est le quartier qui m'a le plus frappé, mais bien sûr il y a d'autres quartiers aussi où c'est assez impressionnant, notamment vers la gare de Séoul, donc la Seoul Yok. La journée il y a énormément de monde, et à la nuit à tomber j'y suis allée une fois avec des amis vers 20h, 20h30, il n'y avait personne, et franchement c'est royal, et vraiment il y a une grosse différence. Du coup je vous conseille de visiter Séoul le jour forcément, et de faire aussi quelques quartiers le soir parce que ouais c'est assez différent quoi. Le quatrième point qui concerne la mode, j'ai remarqué qu'il y avait difficilement des marques à Séoul ou des enseignes ou des magasins qui proposent des vêtements à prix moyen. En gros en France ce serait au niveau prix Mango, ou encore plus cher du type Sandro. C'est soit de la fashion très peu chère. Il y a notamment encore une fois à Hondé, à Myeongdong, à Dongdaemun et c'est le quartier, Iwa et tout ça, où on a des fringues littéralement à 8-15 euros quoi, un pull, enfin 15 euros un pull, ou 30 euros la doudoune, enfin c'est rien du tout quoi. Et il y a les marques de luxe que l'on retrouve de partout dans le monde, donc Louis Vuitton, Chanel, je ne vais pas vous les citer, mais je trouve qu'il y a difficilement un entre-deux. Comme en France, je trouve qu'on a plus de marques, il y a d'entre-deux, ouais, du style, il y a Bash, Ibkekes, il y a Mango, Mage, Sandro. Personnellement, je ne m'y habille jamais parce que c'est trop cher. Donc encore moins dans du luxe, mais on a y a du H&M, du Zara, il y a du Mango, il y a du Mage et du luxe quoi. Et ben en Corée c'est plus fashion très peu cher à luxe. Il y a difficilement cet entre-deux. Alors bien sûr il y a dans les centres commerciaux avec des marques notamment françaises et américaines, du style, et ben on retrouve Sandro, Mage, ils ont la Tommy Hilfiger, Levi's, Calvin Klein, donc ça c'est pour moi l'entre-deux quoi, à niveau prix, il y a plus cher que H&M mais moins que Vuitton. Voilà, et ben en Corée vous allez moins trouver ça, ou alors c'est effectivement plus dans les centres commerciaux. Les boutiques individuelles ce sera soit très peu cher soit très cher, voilà, je trouve hein. Voilà, donc je trouve quand même que c'est assez paradoxal, et certains coréens ça se voit et ça saute un peu aux yeux. Certains sont habillés donc avec du très peu cher, alors ça se voit pas forcément parce qu'ils sont bien habillés, chic et tout ça. Et heureusement qu'on peut être bien sapé en étant habillé entièrement pour 80 euros chaussures comprises, hein. Mais il y en a, et notamment un que j'avais vu dans le métro, il était habillé pour 3-4 000 euros facilement quoi. Donc il y a des grosses différences, mais comme en France en vrai. Mais je trouve ça plus frappant là-bas. Voilà. Le cinquième point, et ça c'est quelque chose que vous allez remarquer de façon générale, même si vous n'êtes pas forcément ultra observateur, ce sont les gens. Le comportement des gens est paradoxal, et ça c'est un des points que j'ai mis en premier.
Ce sont des gens accueillants. Parfois je modère mon propos parce que je sais qu'il y a énormément d'étrangers, de coréens qui ont une mauvaise image des étrangers à tort ou à raison, hein, bien sûr. Donc certains sont pas ultra sympas, ils ne vont pas venir vers vous. Mais type les commerçants, à chaque fois que je suis entrée dans un resto, dans un magasin, dans un café, ils étaient toujours très gentils. Ils étaient même surpris et contents et ils me félicitaient très souvent que je dise une phrase en coréen. Ils étaient super surpris et ça leur faisait plaisir, donc ça c'est chouette. Donc certains ouais sont gentils, accueillants et bienveillants quoi. Comme un couple que j'ai pu rencontrer qui m'ont payé le repas, je leur ai amené une bouteille ensuite, ils m'ont payé le repas, enfin des gens ultra sympas. Et comme mon coréen était suffisamment pas trop mauvais, on a pu communiquer, je pense que ça leur a fait plaisir qu'on puisse discuter quoi, c'est vrai que ça c'est cool. Mais vous verrez que dans certaines situations, bien qu'ils soient comme ça, et ben ils sont tout de même très individualistes. Alors les Coréens, il faut aller vers eux, il faut apprendre à les connaître. Une fois que vous les connaissez, que vous êtes amis, c'est assez fidèle je trouve. Mais il faut aller vers eux. Et si ce sont des inconnus dans la rue, dans les transports ou quoi, vous pouvez vous gratter pour que quelqu'un vous aide. Mais vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu sur des chaînes françaises et je les rejoins à 2000%. Par exemple, le premier jour, donc après la quarantaine, je galérais avec mes 2 valises au portique en fait du métro, qui heureusement n'est pas un truc comme ça comme à Paris avec des barres, sinon avec la valise comment on fait, mais c'est un truc qui s'ouvre donc ça allait, mais il fallait que je passe les deux, bref. Et en fait, il y a une dame qui nous a dit un truc en coréen qu'on n'a pas compris, mais elle voulait nous aider. Donc ça c'est sympa. Mais si vous êtes avec vos valises dans la rue, que c'est lourd, que vous voulez les porter, qu'il y a un truc encombrant et tout ça, vous pouvez vous gratter pour que quelqu'un vous aide. Genre j'avais mes 2 valises après la seconde quarantaine quand j'ai chopé le virus. J'avais 45 kilos avec moi, bon c'était à mon choix, hein, je ne vais pas me plaindre. Mais à l'entrée du bus, je galérais de ouf. Il n'y en a pas un seul qui se serait levé pour m'aider et tout. C'est un peu comme si... c'est pas leur problème quoi. Si vous êtes amis avec eux, ils vont vous rendre service, ils vont vous proposer de vous aider et tout. Franchement, j'ai plusieurs Coréens avec qui je discute régulièrement qui sont comme ça et c'est super appréciable. Mais les inconnus, de façon générale, c'est un peu... débrouille-toi. Mais c'est la société qui est comme ça, c'est pas forcément méchant ou c'est pas forcément du style j'en ai rien à foutre de toi, c'est juste quelque chose qui ne se fait pas, soit par peur de l'étranger, soit par pudeur, soit par éducation, soit par culture. Je pense que c'est un petit peu un mix. Donc voilà, mais rassurez-vous, certains Coréens sont super quand vous apprenez à les connaître, hein, bien sûr. Alors, le 6e point qui me fait mourir de rire. La pollution et le recyclage. Alors, à chaque fois, les Coréens vous diront que ce sont les particules fines de Chine qui viennent en Corée. Parce qu'en fait, au moment où je suis arrivée, quelques jours après, donc quand j'étais enfermée, il y a eu des particules fines dans le ciel. On se serait cru en plein Shanghai ou à Mumbai, c'était horrible. Du style, le ciel était jaune. Je n'avais jamais vu un ciel aussi pourri. Et l'indice de la pollution était à 150, enfin c'est un truc de ouf, c'était en rouge en gros, donc en mode dangereux quoi limite. Donc le masque dans ces moments-là on le remercie, mais je trouve qu'ils sont hypocrites en disant que tout vient de l'étranger, que les problèmes viennent de l'étranger, sans se dire que la pollution potentiellement ça peut aussi venir de la Corée. Voilà, alors bien sûr pour avoir autant de pollution, je veux bien entendre que ce soit un petit peu les vents qui aient amené ça de la Chine à la Corée. Mais soyons réalistes, il y a aussi de la faute de la Corée. En plus, il y a très souvent de la pollution à Séoul. Je me souviens littéralement un jour sur 2 ou 3, lundi c'était
jaune à orange. Jaune à orange, c'est pas ouf. Quand c'est bien, c'est vert. Et vert, c'était un jour sur 2 ou 3. Voilà, on pose les bases. Et ensuite, dans le recyclage, ils recyclent énormément. C'est un pays où ils vont recycler le verre, donc comme ici, ce qui se recycle, carton, emballage plastique. Mais ils foutent tout sous plastique. Genre, vous verrez dans les dramas, donc sans même aller en Corée, et quand vous y allez, bah, vous voyez, c'est à la même chose. Les gens sortent des centres commerciaux ou des convenience stores avec des sacs plastiques. Mais arrêtez! Des sacs plastiques! Donc en fait, ils recyclent de ouf pour user et gaspiller du plastique. Et ils emballent, et ça c'est un truc que vous avez forcément entendu sur d'autres chaînes, mais je peux vous dire que pour un Français, c'est violent de voir ça souvent, donc c'est la raison pour laquelle on le dit à beaucoup, mais les fruits et légumes individuellement et tout est sous plastoc, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc je les trouve un peu hypocrites parce que ils recyclent énormément, mais à côté de ça, ils polluent de ouf. Il y a énormément de voitures, certaines centrales, enfin c'est pas du tout good quoi pour la planète. Ils surconsomment du plastique et des trucs qui sont inutiles. Donc on recycle la bouffe, ce qui est recyclable et pas le verre et tout, pour polluer de ouf. Et ça je vous avoue que ça m'a choquée, je me suis dit mais c'est hypocrite quoi. Donc c'est paradoxal vraiment. Septième point et avant-dernier point, c'est la différence entre les rues et quartiers et logements qui sont neufs et les anciens. Donc comme je vous le disais, à l'après-guerre en fait, dans les années 60, si mes infos sont bonnes et ma mémoire également, ils ont reconstruit la Corée très très vite parce qu'il y avait des millions de gens sans toit quoi. Et en fait, les logements forcément étaient pas ouf parce qu'il n'y avait plus de sous. Il fallait relancer l'économie. Donc vous verrez certaines rues et certains quartiers à Séoul qui objectivement, bien que j'adore Séoul, je trouve que c'est une ville super, mais objectivement je préfère l'architecture en Europe. Il y a une histoire, c'est plus joli à mon humble avis. Hein. Mais ouais, à Séoul notamment, je prends Séoul parce que c'est la plus grande ville et c'est là où je suis le plus restée, il y a des rues qui font limite, en France ce serait à la ZUP quoi, enfin un quartier qui craint et tout ça. Et en Corée, c'est pas que ça craint, c'est juste que c'est vieux et pas entretenu, enfin vieux, 60 et quelques années quoi. Et d'autres quartiers qui sont soit en pleine reconstruction, chose qui est très courant notamment à Séoul, qu'ils reconstruisent des quartiers entiers, donc ils la détruisent, ils reconstruisent et les gens qui habitaient là, en une info que j'ai pu trouver, ils sont relogés gratuitement avec admettons ils sont 3. Ils vont, admettons, obtenir un logement gratuit pour 60 et quelques mètres carrés et s'ils souhaitent plus grand, ils vont devoir la payer en plus. Mais du coup, pour avoir un appart bien mieux quoi, mieux isolé, plus propre, plus beau, moderne et tout. Donc ça c'est des projets qui ont lieu actuellement à Séoul, donc c'est là qu'on voit que Séoul est devenu riche quoi. Donc on a ces quartiers là qui contrastent vachement avec certaines rues avec des habitations qui font un peu à favelas quoi. Et il y a des quartiers comme ça, notamment quand on prend la ligne, alors je sais plus quelle ligne c'est une des lignes bleues qui va jusqu'à Hanam. Waouh, ce quartier là entre la gare de Séoul et Hanam, le quartier que vous allez voir par la fenêtre, vous vous dites mais jamais je n'habite là, c'est horrible franchement. Et ça contraste de ouf avec la gare de Séoul qui est ultra moderne et qui est en plus en plein travaux actuellement, et ça contraste encore plus avec des quartiers comme Gangnam avec des tours énormes, on se croirait aux States, c'est super riche, ça pue le fric, c'est ultra stylé. Ouais, ça fait très bizarre, mais j'aime bien ce contraste entre une rue un peu plus modeste avec des plus bas logements et les appâteux et les buildings, c'est assez impressionnant, mais je trouve assez
que c'est assez paradoxal, voilà. Et notamment pour continuer dans ces logements donc, qui sont monnaie courante en Corée, donc dans des immeubles de 3 à 4 étages, les canalisations sont pourries, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Alors que dans les appartements modernes, ils ressemblent énormément à nos appartements à nous. Il y a des vraies douches, ça veut dire que la douche est sur le côté dans la salle de bain, contrairement au logement où il y a le plus à Séoul, où en fait il y a un trou en plein milieu, le tuyau de douche est relié au lavabo et on se lave en plein milieu. Mais ça, je vous jure, je trouve ça horrible en fait, qui a inventé ça? Donc voilà, il y a une grosse différence entre ces deux types de logements, alors qu'en France actuellement je suis dans un appartement qui date de 1954 et un appartement construit il y a 3 mois, ben la différence, oui il y en aura une, mais pas aussi flagrante, croyez-moi. Et c'est assez impressionnant, ouais. Surtout qu'on a la 5G qui va super vite, avec des canalisations ultra étroites et ultra anciennes et avec des vieilles gazinières et du coup ça fait un mix assez bizarre en fait, c'est drôle. Et dernier point, c'est l'efficacité. Est-ce que la Corée c'est ultra efficace? Alors c'est quelque chose que je voyais et que je revoyais H24 quand je voyais des vidéos sur la Corée, notamment dites par des Français, et là je ne les rejoins pas trop. Alors forcément ils vont être plus efficaces qu'en France. Par exemple, les administrations en France. Est-ce qu'on en parle? Là, tout est long. Faire le moindre truc en France, c'est long. C'est un truc de fou. Vous avez un problème internet. J'ai déjà eu un technicien qui, à 2 reprises, a mis 5 jours pour venir. En Corée, j'ai eu un souci, il est arrivé 1 heure après. C'est pas une blague. 1 heure, 5 jours. Alors, il y en a peut-être un c'est très rapide et un c'est trop lent, il y a un juste milieu c'est clair, mais là on a les deux extrêmes. Hein. Donc à l'efficacité, quand vous avez un souci au restaurant vous êtes servi très vite, tout se fait vite. Un bail pour un appartement comme celui que j'ai réservé, donc je vous en reparlerai quand j'y serai bien sûr, mais théoriquement j'arrive sur place le jour où j'arrive. Je signe, je m'y installe le jour même, dans l'heure en France, c'est impossible. Donc ça c'est super appréciable, mais à contrario, certaines administrations en Corée sont quand même lentes. Notamment je vais parler d'un sujet dont je reparlerai forcément quand j'y serai et que je l'aurai faite et que je l'aurai entre les mains. C'est pour faire l'Alien Card, qui est une carte que vous êtes obligé de faire si vous restez plus de 3 mois sur le territoire sud-coréen. Vous êtes obligé de la faire dans les 3 mois. Donc si vous restez plus de 3 mois et dans les 3 mois qui suivent votre arrivée. Sauf que pour prendre un rendez-vous, je précise à Séoul, parce que si vous logez à Séoul, vous êtes obligé de la faire à Séoul. Vous ne pouvez pas la faire dans une autre ville où c'est plus rapide. Vous avez en ce moment, je parle de en ce moment des infos que j'ai, vous avez entre 2 à 3 semaines à attendre pour obtenir un rendez-vous. Voilà, et ensuite la carte elle met environ 1 mois et demi à 2 mois pour être faite. Ça je suis désolée, mais ce n'est pas ce que j'appelle de l'efficacité. Pas du tout. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des dizaines de milliers, de centaines de milliers d'étrangers qui vont faire cette carte au même moment, c'est ridicule. Sauf qu'en fait, il faut cette carte pour signer un bail d'appartement, pour avoir une carte SIM coréenne chez un opérateur type Orange SFR, et pour ouvrir un compte en banque. Comment on fait du coup? Vous voyez le paradoxe? Elle est requise, mais elle met 100 ans à être faite. Voilà, je n'en dirai pas plus, ça m'énerve énormément. Mais en fait, en attendant qu'elle soit faite, vous avez un papier qui certifie qu'elle est en train d'être faite, sauf que visiblement, pour ouvrir un compte en banque, il la faut en main propre. Donc j'essayerai avec ce papier. Sinon ça va être compliqué de ne pas avoir de compte en banque parce que vous l'imaginez bien, il y aura des frais comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière que je vous laisse ici.
Donc voilà, la Corée, et c'est, il y a paradoxe, voilà. Certains sont un peu plus choquants et un peu plus embêtants que d'autres, mais tous méritent qu'on s'y attarde, je trouve. Après, bien sûr, certains on s'en fiche, c'est plutôt drôle, certains c'est plutôt original, et certains c'est un peu plus embêtant, mais voilà, j'avais envie de regrouper tout ça dans une vidéo pour que vous en sachiez un petit peu plus de manière peut-être plus vraie et objective que si vous regardez que des dramas, que vous suivez que des groupes de K-pop comme moi. Heureusement, je suis allée sur place et j'ai un peu vu le truc et je me suis dit ah ouais, ça c'est bien, ça moins bien, ça c'est bien, ça craint, pour se faire un petit peu plus une idée parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo sur la Corée du Sud. Bye!